merci beaucoup en tout cas pour votre présence aujourd'hui. On s'inscrit aujourd'hui dans notre sixième rendez-vous des municipales avec un temps qui est assez important pour nous puisqu'on sort enfin le manuel. Oula, je m'entends en écho. N'hésitez pas à bien couper vos micros. Donc, on sort enfin le manuel pour un mandat accueillant, qui est un outil sur lequel on travaille depuis plusieurs mois déjà. Voilà, donc on va procéder en plusieurs temps. On va d'abord vous resituer un petit peu d'où ça part cette initiative-là, d'avoir un plan maire accueillant global avec des actions en vue de faire vivre l'accueil sur les territoires, avec notamment le contexte des municipales. Euh, et ensuite, on présentera un peu plus le manuel et on aura l'intervention de trois élus. Je ne sais pas si tous les trois vous êtes arrivés. Je me permets du coup de vous présenter rapidement et puis on reprendra le temps après de se parler parce que je ne sais pas si Jean-François, tu es déjà là ou Oui, pas. oui, je suis Ah, là. superbe. Et je crois que Sylvie aussi, je t'ai vu passer, Sylvie. Ouais, ah bon, bah super. Bon, bah, du coup, je vais vous laisser vous présenter rapidement plutôt que ce soit moi qui le fasse. Donc, Sylvie, si tu veux. Oui, bonjour. Donc moi je suis adjointe au maire de Lyon et je suis entre autres déléguée à l'accueil et à l'hospitalité. Donc, Jean-François Rochedreux, je suis le maire de Saliès, donc une commune rurale du Tarn de 840 habitants en périphérie d'Albi. Bonjour, je suis François Rizou, je suis conseiller municipal d'opposition à Vannes, dans le Morbihan, une ville de 60 000 habitants, dans laquelle, avec une grosse majorité de droite, centre-droit, et une minorité de 5 élus d'opposition, dont moi, élu dans le cadre d'une liste citoyenne. Voilà. Merci à vous trois en tout cas d'être là. Et puis, du coup, moi, c'est Léa Baron donc, de l'Anvita et je co-anime ce webinaire avec Nicolas Mazar également. Nicolas, tu pourras te représenter dans pas longtemps. Donc, juste resituer un petit peu d'où on parle et pourquoi ce plan d'action est né. Puisqu'il est né un petit peu enfin, il s'est structuré aussi avec un accélérateur qui s'appelle la montée de l'extrême droite, de se dire qu'il fallait qu'on soit davantage outillé aux enjeux qui se présentaient, qui s'imposaient à nous au fil du temps. Et donc peut-être juste refaire enfin, rappeler que l'ANVITA, on a été créé en 2018 donc par des collectivités territoriales, par 9 collectivités territoriales, avec la question de l'accueil inconditionnel. Et dans la charte de l'ANVITA qui a été rédigée autour de ça et dans les statuts de l'ANVITA, l'idée c'était de se dire qu'on était donc un réseau de collectivités territoriales qui défendions ces valeurs-là et donc c'était ouvert à toute collectivité, peu importe sa couleur politique, à partir du moment où elle ne défendait pas de la xénophobie et le racisme. Donc vraiment d'ancrer ça vers des valeurs d'humanisme, d'inclusion, etc. Donc c'était entre guillemets la seule mention assez claire du coup contre l'extrême droite. Et puis ensuite, voilà, le réseau s'est développé, etc. Et on a vraiment vu un tournant et du coup, là, le besoin de vraiment être euh, plus structuré à partir de 2022 avec des élections présidentielles. Enfin, je pense que pour beaucoup d'ici connectés, je vous apprends rien, mais voilà donc une libération de la parole sur enfin voilà, enfin voilà, ça c'est devenu très décomplexé la manière de parler des enjeux de racisme, de migration, etc. Donc il y a eu des propos qui ont vraiment décalé la fenêtre d'Overton, comme on dit, sur pas mal de sujets et qui a fait que ça s'est senti de plus en plus sur les territoires et avec donc fin 2022 et début 2023 une accentuation donc, des violences contre les projets d'hospitalité. Pour les plus connus, mais il y en a eu pas mal. Pour les plus connus, il y a eu donc les violences qu'il y a eu à Calac en Bretagne et qui ont amené à l'abandon de ce projet d'hospitalité, des violences contre le maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique, des violences
aussi à Bellab. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs collectivités et plusieurs projets d'hospitalité qui ont été attaqués. Et donc, nous, à l'Anvita, ça nous a beaucoup interrogés et interpellés de se dire que aujourd'hui c'était des collectivités qui n'étaient pas membres du réseau, qui auraient pu l'être mais qui ne l'étaient pas, et au-delà d'essayer de leur apporter un soutien, c'était de se dire aussi si les collectivités de l'Anvita étaient attaquées, comment on pourrait venir en soutien. Donc on a commencé à penser cette réflexion-là en disant qu'on avait voilà, le temps de voir venir, et puis voilà, législative 2024, on a vu que ça pouvait arriver demain et qu'il fallait qu'on se structure rapidement et efficacement. Donc, on a voté ce plan mère accueillant en Assemblée générale le 26 septembre 2024 pour essayer donc de travailler cette question au mieux avec plusieurs actes qu'on va vous présenter. Mais voilà, c'est né de toute cette historique-là. Et donc, depuis 2024, notamment grâce à Nicolas, on anime ce plan mère accueillant avec donc une perspective quand même des élections municipales en premier lieu. Donc les actions qui ont émané donc de cette réflexion-là, ça a d'abord été un partenariat qu'on a fait avec l'association Vox Public, qui sont des partenaires qui aident au plaidoyer des autres associations, et donc du coup qui avaient une expertise en interne. Ils nous ont beaucoup aidé à faire un guide qu'on pourra vous mettre dans le chat, mais du coup un guide défendre l'accueil et la solidarité face à l'extrême droite, qui était des prémices de cette réflexion-là, de comment on pouvait outiller. Alors, c'était davantage pour des élus ou des collectivités territoriales. Vox Public en a fait aussi une version pour les associations qui sont sur leur site, qui est très, très chouette aussi. Voilà, donc on a trouvé des outils pour réagir, pour se prévenir les risques, mais aussi pour pouvoir réagir en cas d'attaque. Et aussi une formation, donc dans un premier lieu de pouvoir former le conseil d'administration de l'ANVITA, et ensuite pour qu'on puisse former de plus en plus les élus, les collectivités territoriales sur les enjeux de comprendre ce qu'est l'extrême droite, comment lutter plus efficacement. Et donc, comme je disais, au tournant 2024, on a voté un plan un peu plus structuré qui comprenait plusieurs actions. La première était de pouvoir avoir des rendez-vous réguliers pour informer notamment sur les enjeux d'extrême droite, mais aussi sur les enjeux plus largement de migration. Et donc, on a fait ce format-là sur lequel on est connecté aujourd'hui, qui sont les rendez-vous des municipales, où il y a eu donc différents temps avec des partenaires sur la question de l'opinion publique avec Destin commun, sur la question des médias avec Street Press, avec Thomas Lemayeux qui a sorti l'affaire Périclès. Voilà, donc on a essayé d'informer, de prendre des temps régulièrement pour mettre à l'honneur ces questions-là, enfin en tout cas les traiter collectivement, donc sur les médias, sur aussi ce que c'est d'avoir l'extrême droite déjà au pouvoir avec des Marine Tondelier en tant qu'élue d'opposition à Hénin Beaumont, etc. Donc tout ça, tous ces modules-là sont visionnables sur notre chaîne YouTube si jamais vous voulez les voir, mais en tout cas, ça s'inscrit dans des rendez-vous réguliers. Ensuite, il y avait l'idée d'avoir une sorte de une école des maires accueillant en opposition un petit peu à l'école des maires que Pierre-Édouard Sterrin a mis en place pour former des futurs maires RN et extrême droite sur les territoires. Donc, avec notre fameuse formation qu'on avait mis en place sur la lutte contre les extrêmes droites, on a essayé de travailler du contenu de formation pour les élus. Et puis ensuite, donc, le manuel pour un mandat accueillant, ce qui nous réunit aujourd'hui. Je laisserai Nicolas le présenter davantage. On a aussi un fil d'actu sur WhatsApp où on envoie un peu des feeds sur les questions de migration, d'extrême droite toutes les semaines. Si jamais vous voulez le rejoindre, il est ouvert. Et enfin, de pouvoir faire vivre l'hospitalité sur les territoires, de se dire qu'il y avait le fait de pouvoir rien laisser, enfin la stratégie de rien laisser passer à l'extrême droite et de tout le temps être en réaction, mais ça épuise aussi beaucoup. Donc c'est aussi de se dire comment on se réapproprie un narratif, une temporalité, un agenda, et comment nous on fait vivre l'hospitalité, la convivialité, le vivre ensemble, enfin, voilà, sur les territoires, et qu'on n'est pas forcément tout le temps en réaction, mais qu'on est aussi en force de proposition de temps comme celui-là. Voilà rapidement pour ce qui est de ce plan-là. Peut-être dire que donc, par rapport donc, au manuel pour un mandat accueillant, on l'a inscrit aussi dans une
voilà, on a pu travailler cet objet-là un petit peu avec des chercheurs et chercheuses qui ont, hélas, pas pu être là aujourd'hui, mais notamment Anouk Flamand qui nous a appuyés et parce que la question des villes accueillantes nous a, bah voilà, c'est notre objet. On a pu être un objet d'étude aussi pour pas mal de chercheurs sur les questions de villes accueillantes et donc essayer de comprendre comment c'est né, d'où c'est né, enfin voilà, et comment on arrive aujourd'hui avec cette importance-là de l'échelon local dans les questions d'accueil. Et du coup, repartir aussi de peut-être se dire qu'il y a eu le XXe siècle, il a été assez marqué par un mouvement de municipalisme et donc de monter en pouvoir de l'échelon local sur les enjeux internationaux, là où du coup sur la scène internationale et les enjeux internationaux, les villes n'étaient pas forcément entendues. Et donc d'avoir l'idée que les collectivités territoriales, l'échelon local, étaient en première ligne de pas mal d'enjeux, soit climatiques, migratoires, etc., et qu'elles devaient être entendues. Donc il y a eu tout un mouvement de municipalisme avec la création de grands réseaux de villes qui ont fait beaucoup de plaidoyer dans les instances internationales et qui ont pu commencer à avoir une certaine forme de reconnaissance autour des années 80, etc., où tout doucement la reconnaissance de la ville par les États s'est faite. C'est pas gagné, c'est pas toujours ça, mais en tout cas, il y a vraiment une force de faire reconnaître l'échelon local dans les instances internationales. Et donc, sur les questions de migration, dans cette émergence-là des acteurs, il y a eu, face à différentes situations de migration et même de fermeture du coup des États par rapport aux questions de migration, donc une contre-voie, un effet de levier des échelons locaux avec des mouvements dans pas mal de pays, de villes refuges, de villes hospitalières, enfin voilà. Et donc, on a vu ces villes-là naître pas mal. Ben, par exemple, aux États-Unis, il y a eu un regain, notamment en 2016, mais c'était déjà existant avant, mais en 2016, avec l'arrivée de Trump, avec des villes qui s'opposent à la politique nationale, etc. Et donc, voilà, l'émergence d'un réseau de collectivités territoriales comme l'ANVITA en France, il n'est pas isolé. Il y a eu vraiment ce mouvement-là dans pas mal de pays d'avoir voilà, une voix différente de la voix des États sur les questions d'accueil, avec voilà, la crise qui est apparue en Syrie, le mouvement des personnes en arrivant en Europe, avec des villes qui ont porté des voix assez fortes sur l'accueil, sur le sauvetage en Méditerranée, etc. Et du coup, en France, la création de l'ANVITA est vraiment liée un petit peu enfin, voilà, à une sorte de synchronicité avec tout ce mouvement-là. Du coup, comme je disais, on a eu donc des expériences sur les territoires où on était quand même sur les années 2016, 2017, 2018, encore dans un fonctionnement que les questions de migration étaient des compétences régaliennes, nationales, que les villes n'avaient pas à intervenir là-dedans, et pour autant avec un constat qu'au fur et à mesure, c'était au niveau des villes que se visualisait le non-accueil, la crise du non-accueil des personnes, les situations d'encampement, etc. Et donc une réflexion qui a commencé à émerger. Il y a eu du coup, la plus liée à l'ANVITA, un temps de réflexion à Grande-Synthe en mars 2018 qui a amené du coup la création de l'ANVITA avec 9 villes qui s'étaient dit que la situation ne pouvait plus durer après des interpellations auprès de l'État et de non-réponse de l'État. Il fallait pouvoir trouver d'autres alternatives. Et donc, les villes ont commencé donc à se dire, ben, voilà, nous on fait ça, nous on fait ça. Et en fait, on a peut-être besoin d'un réseau d'échanges pour savoir ce que vous faites, comment vous faites, et avoir des échanges techniques et de bonnes pratiques, mais aussi un échange plus politique, de se dire que voilà, on a écoulé toutes les voies de recours au niveau local et il faut avoir une instance nationale pour pouvoir porter nos voix. Et donc, du coup, la création de l'ANVITA avait un peu ces deux objectifs-là, un objectif plus technique et plus politique, avec l'idée d'écrire une charte, avec la question de l'accueil inconditionnel, qui à l'époque était encore, enfin, je ne dis pas qu'aujourd'hui il est parfaitement accepté partout, ce terme-là, mais en tout cas, dans les collectivités territoriales, ce mot-là, à l'époque, faisait vraiment très, très peur. Aujourd'hui, selon les collectivités, il peut continuer à faire peur, mais il s'est vraiment réincarné beaucoup avec la question de plein de droits inconditionnels qui ont été rappelés et qui sont portés par les élus locaux. Et donc là, en 2018, il y a eu ce débat-là de est-ce qu'on parle d'accueil inconditionnel, qu'est-ce qu'on entend dans accueil inconditionnel, et donc toute cette réflexion-là de le mettre dans une charte, de pouvoir
le, le défendre aussi, puisque l'adhésion à l'Anvita se passe par une délibération au conseil municipal, donc pouvoir débattre sur cette question-là, etc. Au fur et à mesure du temps, comme je disais tout à l'heure, il y a eu pas mal de travaux de recherche et des chercheurs, en tout cas, qui ont gravité autour de l'Anvita, qui ont pris la question des villes accueillantes comme des objets d'étude. Donc, je vous invite vraiment à les consulter. C'est donc Anouk Flamand qui a préfacé, Thomas Lacroix, mais il y en a plusieurs dizaines et qui font du travail assez chouette et qui diront beaucoup mieux ce que je viens de dire en l'espace de 5 minutes. Voilà. Et du coup, là, il y a eu aussi un intérêt de la ville accueillante aussi dans nos partenariats associatifs à partir de la création de l'Anvita. Et beaucoup d'entre vous connectés ici, on a pu nouer beaucoup de partenariats avec un rôle un petit peu de pivot entre, du coup, la volonté, le volontarisme fort des collectivités territoriales sur les questions d'accueil et les attentes et les demandes et les besoins des partenaires associatifs et comment on arrive à monter des projets ensemble, à co-construire au national, mais ensuite aussi au local. Et donc, la question des villes accueillantes, voilà, on a senti qu'il y avait des matières à créer beaucoup de partenariats avec beaucoup de partenaires. Donc voilà. Et à l'aube de ces nouvelles élections municipales qui vont être forcément un enjeu pour nous, voilà, est-ce que les collectivités membres seront toujours membres? Est-ce que nos interlocuteurs seront toujours les mêmes interlocuteurs ou pas? Est-ce qu'il y aura de nouvelles villes ou il y en aura moins de villes? Enfin voilà, tous ces enjeux-là, on s'est dit que ça serait intéressant quand même de prendre le temps de faire un petit pas de côté, de faire le bilan des 6 années qu'on a vécues, nous, du coup, en tant que d'une équipe salariée, ensuite en ouvrant aussi avec la consultation des membres de l'Anvita en tant que, du coup, élus locaux et aussi membres de l'Anvita. Enfin voilà, essayer de se faire ce bilan-là. D'une, parce que ça fait du bien aussi de regarder un peu en arrière et de voir le travail qui a été fait, mais aussi de se dire que potentiellement, ça serait assez bien que ceux qui rentrent en fonction l'année prochaine dans leur nouveau mandat ne repartent pas de zéro et puissent peut-être s'inspirer de ce qui a été fait. Mais j'en dis pas plus et je laisse la parole à Nicolas. Merci bien, Léa. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Nicolas Mazard, chargé de plaidoyer de formation à l'Anvita. Donc, je vais vous présenter un peu plus en détail ce manuel dont on fait le lancement officiel aujourd'hui. Je vous remets dans le chat le lien pour le télécharger si jamais ça vous intéresse. Il est disponible. Et l'idée, c'est bien sûr de le diffuser le plus possible. En fait, ce manuel, il a été pensé vraiment comme un outil permettant la transmission de ces années de mandat durant lesquelles l'Anvita a accompagné et a été témoin, on va dire, privilégié du développement de politiques municipales d'accueil dans différents territoires partout en France. Aujourd'hui, on a 90 collectivités membres, mais tout au long du mandat 2020-2026, on a vu plein de choses se mettre en place et en fait à toute échelle aussi de territoire et toute échelle de collectivité. C'est ça qui fait un peu la richesse de ces observations-là. Et donc, la vocation vraiment de ce guide, c'est de pouvoir transmettre toutes ces informations, tous les conseils, toutes les choses qui ont pu être mises en place dans ces différents territoires à des futurs candidats et candidates pour 2026, histoire qu'elles ne partent pas de rien, ces personnes, qu'elles puissent avoir un document sur lequel s'appuyer pour penser à mettre en place un projet municipal et voire intercommunal aussi d'accueil des personnes exilées, mais aussi de manière inconditionnelle, penser à des dispositifs inconditionnels. Du coup, c'est vraiment la question du comment qui va être traitée au sein de ce document et pas tant la question du quoi faire. Parce que la question du quoi faire, pour ça, on a d'autres outils au sein de l'Anvita. On a notamment le guide des pratiques pour une France accueillante qu'on édite chaque année, qui permet de mettre en avant un peu tous les dispositifs, tous les programmes, tous les partenariats qui sont noués au sein des collectivités selon un certain nombre de thématiques. Du coup, ça, c'est le quoi mettre en place. Là, c'est plus la question de comment mettre ça en place. Et du coup, c'est un peu ça qu'on va voir. Petit point sur la méthode qu'on a utilisée. En fait, on a sollicité des élus membres du réseau pour justement nourrir ce travail-là. Du coup, on a fait 8 entretiens semi-directifs. Du coup, c'est notre collègue Élise Comici, qui était stagiaire à Mandita, qui a été chargée de ce projet-là, donc qui a mené ces entretiens avec 7 élus des collectivités membres et avec les salariés de l'association Vox Public, je crois qu'ils sont dans la visio, donc on les salue.
et on les remercie pour leur soutien. Et du coup, cette matière-là nous a permis ensuite de travailler justement à ce manuel. On va pouvoir passer à la présentation en tant que telle. En fait, il fonctionne en deux grandes parties, globalement. Il a été découpé comme ça. Une partie pour avoir ce qu'on a appelé les fondamentaux autour des migrations, c'est-à-dire avoir un socle de base, on va dire, en connaissance sur la question des migrations, des personnes exilées, donc à la fois des parcours, des statuts, euh, et des éléments, on va dire, de connaissance que n'ont pas forcément les personnes à l'échelle locale ou les personnes qui candidatent pour des postes en mairie. Donc, c'est pour avoir un peu ces éléments-là de connaissance. Et ensuite, avoir une vision sur l'écosystème de l'accueil en France. Ce qu'on voulait mettre ça en avant, donc à la fois l'écosystème étatique, donc comment ça fonctionne du point de vue de l'État, qui est en charge de quoi, quelles sont les compétences de chacun, de l'OFI, de l'OFPRA, de la préfecture, histoire d'essayer de s'y retrouver dans ce panorama administratif, on va dire, mais aussi de réseaux de villes qui peuvent être mobilisés pour travailler, accompagner sur certains aspects, d'autres acteurs associatifs qui peuvent aussi être mobilisés sur des projets d'accueil à l'échelle locale et d'accueil municipal, quoi. Donc ça, c'est cette première grande partie autour des fondamentaux et du coup de comprendre les migrations et les acteurs qui contribuent à cet accueil. Et une deuxième partie, un peu plus justement portée sur le projet d'accueil municipal, du coup, qui essaye de défricher comment on met en place concrètement un projet municipal d'accueil, comment on devient territoire accueillant finalement. C'est un peu ce sujet-là qu'on voulait traiter, avec deux parties qui permettent de brosser ça. Une part, la question vraiment de la mise en place du projet. Et d'autre part, aussi la question de la communication et de défendre en fait cette politique accueillante auprès de la population locale, parce que il ne s'agit pas seulement de mettre en place des programmes, il s'agit aussi de les porter politiquement, parce que c'est ça aussi le diagnostic qu'on a pu faire, qu'on a pu porter avec la situation actuelle, hein, des discours de haine xénophobes et racistes qui sont de plus en plus ambiants dans la société, c'est qu'il y a besoin d'avoir aussi des personnes qui localement expliquent enfin, ces discours-là, ils n'ont pas vocation à se généraliser. Au contraire, en fait, localement, on peut très bien démontrer que pratiquer l'accueil et du coup travailler sur l'inclusivité aussi des territoires, c'est quelque chose qui est complètement faisable même à l'échelle locale et qui se passe bien quand c'est mis en place. Donc c'est un peu ces sujets-là qu'on voulait traiter. Et on a rajouté une dernière partie qu'on abordera avec François Rioux tout à l'heure, c'est aussi la position d'élu d'opposition, qui n'est pas forcément évidente à tenir, notamment quand on a une municipalité qui peut être farouchement opposée à ces sujets de l'accueil et de l'inclusivité. Donc c'est pas forcément le cas de François Rioux, mais en tout cas ça peut arriver dans certaines situations. Mais du coup, quelles sont les marges de manœuvre en tant qu'élu d'opposition? C'est une question qu'on a voulu aussi traiter dans ce manuel. Donc voilà, ça permettait de brosser un peu rapidement les contenus. Donc là, je vous ai mis quelques extraits qui permettent de voir un peu plus clair sur chacune des parties, à la fois donc définir de qui on parle quand on parle de personnes exilées, de personnes en situation de migration. Donc on a fait une page comme ça qui permet de essayer de résumer ça, bon, avec plus ou moins de bonheur, on va dire, mais en tout cas qui permet d'avoir une idée des différents statuts et des différentes cases dans lesquelles on peut rentrer ces personnes, d'un point de vue administratif, j'entends. Une page qui traite, comme je vous disais, de la question des acteurs de l'accueil et notamment des acteurs étatiques et du coup, quelles sont les compétences et les responsabilités de chacun et en fait, à quel endroit, en fait, le lien avec la collectivité se fait. Donc, ça permet de décrypter un peu tout ça.
Une partie, du coup, comme je l'expliquais, qui s'attache à définir comment on peut mettre en place une politique accueillante. Et du coup, on met en avant cet outil cartographique que l'Anvita propose aussi, qui permet d'avoir une vision un peu panoramique de comment les services d'une collectivité tout ensemble et les différents portefeuilles aussi peuvent collaborer ensemble sur une politique de solidarité. L'idée que ça soit pas justement pensé que comme une politique qui est dédié au CCAS, mais aussi que ça peut intéresser d'autres d'autres champs d'action, on va dire, de la collectivité, l'état civil, par exemple. Et enfin, du coup, la question des discours, bien sûr. Comment, en fait, un élu local ou une élue locale peut prendre la parole pour défendre cette vision d'une France qui accueille et d'une France qui permet l'inclusion au sein du territoire. Et du coup, aussi cette idée que travailler sur la question de l'accueil des personnes exilées, ça permet en ricochet aussi de travailler finalement à un accueil qui soit inconditionnel, qui soit accessible à toutes et tous. Et du coup, en fait, ça bénéficie à l'ensemble des usagers des services publics finalement de travailler cette question-là et pas seulement du coup aux personnes exilées en tant que telles. Voilà pour la présentation assez succincte du, euh, du manuel. Bien sûr, il y aura un temps de questions-réponses pour aller un peu plus loin si ça vous intéresse, mais en premier lieu, on voulait faire un petit focus avec du coup les interventions des différents de plusieurs élus qui ont participé à la réalisation de ce guide et du coup qui permettent d'avoir des petits éclairages sur certains des points qu'on a abordés. Et du coup, en commençant par Jean-François Rochdreux, donc maire de Saliès. Oui, bonjour à tous. Alors juste une petite erreur sur la diapo, c'est 81 le Tarn, hein, mais c'est pas Ah grave. oui, terrible. Ok, je suis très heureux d'être avec vous, hein. C'est un plaisir d'échanger sur ces sujets qui sont tellement importants pour notre société aujourd'hui. Alors juste, donc je suis maire d'une commune rurale de 840 habitants. Et c'est vrai que au-delà de notre motivation personnelle et puis du conseil municipal de participer à cet accueil de migration générale, c'est comment on explique à la population en fait pourquoi il est important, il est effectivement important, nous aussi, de participer à cet accueil. Parce que, en fait, la première chose qui se pose, c'est des retours qu'on peut avoir, c'est de dire oui, mais ça, c'est un problème de l'État, c'est un problème des grosses collectivités, des grosses villes. Nous, on n'est pas vraiment concernés, on n'a pas de moyens, etc. Voilà. Donc déjà, l'idée, c'est de rappeler que les conventions internationales qu'on signe, l'accueil est inscrit dans la Constitution. Donc on doit, nous aussi, à notre échelle, aussi participer. Ce n'est pas incompatible avec le fait qu'on soit dans une commune rurale. Alors, je vais aller assez vite hein, pour pas prendre trop de temps et je répondrai aux questions éventuellement. Le deuxième point qui me paraît important et de plus en plus important, c'est de dire que, en fait, d'accueillir, effectivement, on va aider des personnes, mais c'est surtout cette réciprocité aussi de l'accueil. Ben, ça nous apporte énormément de choses à nous aussi. Ça peut nous apporter, dans un cadre utilitariste, des services nouveaux, on peut organiser ça aussi. Mais ça nous permet aussi, et je trouve que c'est important, de se reposer des questions sur notre culture, sur notre façon de vivre, etc. De fait d'être face à des gens qui pensent différemment, qui ont éventuellement des religions différentes ou des points de vue différents, nous permet aussi de nous reposer des questions sur nous-mêmes et puis de découvrir, d'avoir une ouverture sur le monde qu'on n'a pas forcément en ruralité. Donc, ce qui fait que, en fait, nous, on n'a jamais eu de problème vis-à-vis de la population. Il y a eu de la curiosité, il y a eu ces questions-là qui se posent, mais pourquoi nous, on ferait ça plutôt que l'État ou les grandes villes? Donc on en tire un bilan plutôt positif. La deuxième chose, c'est que, effectivement, les discours de l'extrême droite, de haine, etc., arrivent plutôt de l'extérieur. Et là, je n'ai pas forcément de recette miracle, hein, si ce n'est un principe qu'on a adopté, que j'adopte systématiquement, c'est de répondre systématiquement et de ne jamais rien laisser passer, en fait, parce que c'est à chaque fois
on se dit, bon, c'est pas très grave, etc. Il y a un petit recul ici, un petit recul là. Non, il faut rien laisser passer. Et je trouve qu'aujourd'hui, le plus grand danger, bah, l'extrême droite, on sait ce que c'est, avec les idées qu'ils ont, c'est plutôt le recul des gens qui ne sont pas forcément proches de l'extrême droite. Voilà. Donc il faut les resensibiliser. Attention, il ne faut pas laisser passer ces choses-là et on accepte de plus en plus certaines choses. Donc aussi bien au niveau local, et puis expliquer aussi, mais ça c'est à refaire de la pédagogie. La pédagogie, c'est la répétition. Expliquer aussi au niveau de la population, des gens, quand ils se posent des questions, bah, que les gens qui migrent ou les réfugiés, enfin, de la façon dont on les appelle, ils font pas ça par plaisir et pour venir profiter des allocations familiales ou autres. Donc voilà. J'ai essayé d'être très rapide et succinct, et puis si vous avez des questions, je répondrai un peu à vos questions sur les conditions particulières qu'on a fait, nous, à Saliès. Peut-être, Jean-François, juste, je rebondis 2 secondes parce Oui, que je trouvais que c'était intéressant la façon de comment on est rentré en contact. Je crois que c'était justement en 2022 où justement il y avait eu une grosse campagne de désinformation par un maire, si je ne me trompe pas, un député. un député à l'arrivée d'un CADA. Et justement, peut-être si tu veux partager quelle a été toi ta stratégie à ce moment-là. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans une ville, une petite ville à côté de Saliès, il y avait un projet de CADA. Bon, il se trouve que à l'époque, ça a changé. On avait un député RN sur la circonscription. Et en fait, il y a un maire LR, hein, donc qui a fait une lettre à tous les maires du Tarn pour leur dire que bah, il fallait absolument refuser l'implantation de ce CADA avec tout un tas d'argumentaires. C'est les Parisiens qui nous envoient. Leurs problèmes. On va se retrouver avec des assassinats, des viols, etc. Partout. Ces gens-là sont dangereux, enfin, etc., etc. Donc, ce courrier-là a été envoyé à l'ensemble des maires. Donc, moi, j'ai fait une réponse en réexpliquant bah, tous les tenants et les aboutissants de pourquoi on doit accueillir, enfin, etc. Je vais pas en reparler ici. Et effectivement, un courrier également à tous les maires du Tarn, avec copie aux parlementaires, copie à la préfecture, pour que tout le monde ait copie aux associations des maires. Suite à ça, bah, le député de notre circonscription, qui était un député RN, bah, il m'a aussitôt répondu en disant, bah, voilà, vous avez des idées différentes de moi, mais de façon très sympathique, très ouverte, il faut qu'on en discute, etc. Alors moi, je lui ai dit non, on ne discute pas de ça ensemble, puisque c'était un fan de foot et qu'il s'occupait d'associations de foot. Je lui ai fait la métaphore du football. Bah, le football, on peut discuter de la tactique, mettre trois avant, trois arrière, etc. Mais si on respecte pas la réglementation et les règles du jeu, bah, on peut pas discuter. Donc vous ne respectez pas la règle du jeu, donc je ne peux pas discuter avec vous sur voilà. Bon, suite à ça, il y a eu quelques échanges de courriers, voilà. Et puis, un moment, il a distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la commune, ben, un tract en m'attaquant personnellement. Et ça se terminait bon, avec la rhétorique de l'extrême droite. Et ça se terminait, ben, si M. Rochedreux veut accueillir des migrants, il accueille les accueillir chez lui à ses frais. Voilà. Mais heureusement, ça n'a pas eu trop d'impact, ou je ne l'ai pas ressenti sur la population qui n'ont pas bien compris, en fait. Voilà. Après, malheureusement, sur la commune, il y a un peu de dissonance cognitive. On accepte un peu les migrants. Bon, là, actuellement, on n'en a plus pour des problèmes logistiques, mais on vote quand même RN beaucoup trop. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage qui permet de bien rentrer dans le thème, effectivement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions en attendant, à les mettre dans le chat et puis on aura le temps de questions-réponses après les trois interventions, nos trois intervenants. Et du coup, je passe la main donc à notre deuxième intervenante. Il s'agit de Sylvie Tomic. Euh, et du coup, qui va pouvoir nous présenter comment s'est mis en place la politique accueillante de la ville de Lyon. Oui. Alors, tout d'abord, pour replacer un petit peu le contexte, donc la nouvelle équipe municipale a été élue en 2020 et c'était vraiment un souhait du maire de Lyon d'avoir une délégation consacrée à l'hospitalité.
qui avant n'existait pas. Et voilà, ça c'était vraiment une volonté du maire pour qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment être sûr qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge de cette politique et aussi pour la poser comme une politique publique en tant que telle. Donc c'était déjà un geste assez fort en soi. Donc c'est moi qui ai eu cette délégation. Et l'objectif, enfin il y avait plusieurs objectifs évidemment, mais c'était deux grands axes, on va dire. C'est de parler des migrations d'une manière positive, enfin d'avoir un autre discours, enfin ce que vient de dire notamment le collègue de Saliès, hein, vraiment comment est-ce qu'on parle de ces questions migratoires, comment est-ce qu'on déconstruit les idées fausses, bon voilà, comment on contre ce discours d'extrême droite. Et puis aussi, bah, de manière très concrète, comment est-ce qu'on agit nous à l'échelle d'une ville pour faciliter, améliorer l'accueil des personnes en situation de migration qui arrivent. Donc, alors moi au début, je suis un peu partie d'une feuille blanche, puisqu'il n'y avait pas, comme il n'y avait pas de politique construite en tant que telle sur l'hospitalité, il n'y avait pas de service qui s'en occupait, il n'y avait pas de budget forcément dédié, il n'y avait pas, bon voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire un état des lieux. Donc, notamment, j'ai rencontré beaucoup d'associations. Il y a énormément d'associations à Lyon qui travaillent à l'accompagnement des personnes migrantes sur différents plans. Donc, j'en ai rencontré beaucoup. Ça m'a permis, moi, de me nourrir vraiment du diagnostic de terrain, des problématiques rencontrées. Et systématiquement, moi, je leur posais la question, bah, qu'est-ce que vous attendriez de la ville, quoi? C'est quoi les besoins, les demandes, etc. Parallèlement à ça, j'ai fait aussi le tour des directions des différents services de la ville pour voir ce qui existait déjà, parce que bon, évidemment, même s'il n'y avait pas une politique en tant que telle structurée d'hospitalité, il y avait des actions qui se menaient. Évidemment, par exemple, on a un restaurant social municipal, on a un pôle bain-douche, enfin voilà, ça c'est évidemment, c'était des services qui étaient déjà rendus, donc on partait pas de rien non plus. Donc voilà, donc j'ai fait ce travail-là de voir aussi qu'est-ce qui existait déjà. Et puis j'ai échangé aussi beaucoup avec mes autres collègues adjointes et adjoints, parce que comme le disait Nicolas Mazard tout à l'heure, l'hospitalité, effectivement, c'est une politique vraiment transversale en fait. C'est pas que les politiques sociales du CCAS, ou ça touche vraiment à plein de domaines. Ça touche à l'éducation, à la culture, au sport, à la démocratie locale, à l'emploi et à l'insertion. Enfin, j'en oublie certainement. Mais voilà, c'est vraiment une politique très transversale. Donc moi, mon rôle, c'était un petit peu un rôle d'animatrice, de chef d'orchestre, pour mettre un peu tout ça en mouvement. Et donc, suite à tous ces échanges qui ont quand même pris bien un an et demi à peu près, enfin de mémoire, on a rédigé une feuille de route, en fait, donc où on a listé 50 actions qui, pour nous, constituaient vraiment voilà, notre feuille de route sur l'accueil et l'hospitalité. Alors, parfois, c'était des actions qui existaient déjà, qu'on s'engageait à poursuivre. D'autres qu'on avait mises en place depuis le début du mandat déjà, donc voilà, et puis d'autres qui restaient à mettre en place, certaines qui restent encore à mettre en place. Euh, et on a souhaité que ce document, donc qui s'appelle le plan Lyon Ville Hospitalière, soit voté au conseil municipal. Donc ça a été voté en mars 2023, parce que pour nous c'était important aussi qu'il y ait vraiment cette dimension d'engagement officiel de tout l'exécutif municipal à mener cette politique-là. J'ai oublié de dire aussi que en décembre 2020, donc très peu de temps après le début de notre mandat, on a adhéré à l'Anvita, parce qu'effectivement, pour nous, c'était important de s'inscrire dans cette dynamique-là, évidemment, et de pouvoir travailler aussi avec d'autres collectivités. Et donc, parallèlement, alors je vous parle un peu de l'interne, mais je pense que c'est intéressant aussi peut-être pour des futurs élus, c'est qu'en interne, on a réussi à avoir un service. Alors, enfin, c'est un redéploiement, c'est une mission qui s'appelait Mission Égalité, à laquelle on a ajouté la fonction, enfin le thème de l'hospitalité. Voilà, donc c'est une mission transversale au sein de la ville qui s'occupe de ces sujets, où il n'y a pas assez de personnel. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait plus, mais bon, bref, ça c'est, voilà. Mais en tout cas, on a un service qui porte ces sujets, on a un budget dédié,
et notamment une enveloppe de subvention aussi pour les associations. Il y avait beaucoup d'associations de l'accueil, notamment les associations d'accueil citoyen, etc., qui n'étaient pas du tout aidées sous les précédents mandats. Donc nous, on a pu mettre en place cette enveloppe-là. Donc voilà, donc petit à petit, les choses se sont structurées. La collègue chargée de mission hospitalité, donc au sein de la mission, anime un groupe de travail au sein de la ville de Lyon où il y a des représentants et des représentantes des différents services et directions concernés pour justement entretenir cette dynamique au sein de notre action municipale. Et c'est avec eux que sont travaillées notamment la mise en place de toutes les actions prévues au plan d'action. Voilà. Donc, je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin, si ce n'est que pour dire que, comme je vous le disais, toutes les actions prévues n'ont pas été encore mises en place. Et puis, sur certains sujets, on a avancé, sur d'autres, on essaye de faire des choses, notamment par exemple sur l'hébergement d'urgence, mais on sait que la situation reste quand même dramatique. Voilà, on n'arrive clairement pas à tout faire et à faire autant qu'on le voudrait, mais en tout cas, on a structuré une politique pour aller dans ce sens. Merci beaucoup, Sylvie. Effectivement, c'est bien d'avoir cette vision-là de la méthode en fait, qui a été employée, notamment dans le cadre d'une collectivité qui a sa majorité, du coup, pour pouvoir le faire et puis pour pouvoir travailler sur cette question avec justement ouais, cette approche transversale, décloisonnée de l'accueil qui est quand même assez intéressante de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Du coup, s'il y a des questions pour Sylvie, je vous invite à les mettre dans le chat ou alors à les réserver pour le temps de questions-réponses. Et du coup, on va passer donc à notre dernier intervenant, François Rioux, donc élu à Vannes, et qui du coup va pouvoir nous partager son expérience de comment on peut se mobiliser euh, pour défendre l'accueil dans le cadre d'une position minoritaire au sein du conseil municipal. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Juste en 2 mots pour dire d'où je parle. Je suis donc élu minoritaire dans un conseil municipal de 45 personnes où la majorité est constituée de représentants d'Horizon, les Républicains et le MoDem, qui se situent clairement droite-centre-droit. J'ai démarré mon mandat en tant que tête de liste d'une liste citoyenne dont j'ai été le seul élu. Et en 2020, 2 ans après le début du mandat, j'ai adhéré aux écologistes tout en restant dans mon groupe. Donc, je suis un groupe à moi tout seul au conseil municipal. Ça fait rigoler tout le monde, mais je travaille en étroite collaboration avec le groupe d'opposition de gauche, qui lui est constitué de représentants du PS. Essentiellement, c'est un groupe PS. Voilà. Alors, l'intervention de Sylvie me justifie après coup le choix que j'avais fait d'aborder un premier point qui est celui de dire que le travail par rapport au municipal, il commence avant les élections municipales. Et ça me paraît un point important. Découvrir la question des personnes exilées telles qu'elles se posent dans la commune après les élections, c'est se priver des moyens de mener une action efficace pendant le mandat. Alors c'est vrai qu'introduire la question de l'hébergement, la question de l'accès aux services de la préfecture, aux soins, aux écoles, aux services publics de façon générale pour les personnes exilées, pour des listes d'opposition, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce qu'on peut craindre que les représentants locaux de la droite se saisissent d'emblée de ce thème de l'accueil inconditionnel comme d'un repoussoir dans la campagne et mobilisent autour de ça, de ce thème utilisé comme un repoussoir pour mobiliser un électorat qui n'est pas très favorable aux politiques qu'on souhaite promouvoir. Mais en même temps, introduire ce thème pendant la campagne, dès lors en tout cas que c'est pour démontrer qu'une politique municipale sur la question est possible, sans pour autant nuire à l'ensemble de la population, et considérer que ça contribue, c'est un argument important dans des villes, c'est étonnant ce que je vais dire peut-être, mais dans des villes à vocation touristique comme la ville de Vannes au fond du golfe d'Orbion. Travailler sur cette question, c'est contribuer aussi à construire de la ville une image positive, l'image d'une ville accueillante, empreinte de valeurs humanistes, c'est aussi une image positive et qui peut contribuer à l'attractivité du territoire, nonobstant les discours négatifs développés par l'extrême droite. Alors, pour ça, pour mettre en œuvre cette première idée, à savoir que le travail commence avant les élections municipales, il y a un travail fondamental, c'est d'être attentif à la composition des listes et peser de tout son poids, même quand il ne pèse pas lourd, pour faire en sorte que ces listes comprennent des citoyens qui soient déjà engagés dans ce combat, idéalement. Et pour ça,
pendant la campagne, par impératif, je dis bien pendant la campagne, avant les élections, de nouer des liens étroits avec des associations existantes, afin de pouvoir s'appuyer sur l'état des lieux qu'elles sont en capacité de produire et sur un état des lieux le plus crédible et le plus pertinent possible. Ça, c'est la première leçon que je tire du mandat qui se termine. La deuxième chose qui me paraît importante à dire quand on est dans l'opposition, c'est qu'il faut absolument tenter d'investir tous les lieux utiles. Dès que le Conseil est élu, on installe les représentations de ce Conseil dans différentes instances plus ou moins périphériques. Et à ce stade, il faut avoir repéré, là aussi avant les élections, ces différents lieux utiles. Il y en a qui sont aux yeux. Le CCAS, on l'a cité tout à l'heure, est un endroit où il faut absolument, il faut tout faire pour siéger au conseil d'administration du CCAS. Mais au-delà, tenter d'accéder à des commissions du type de celles qui peuvent travailler sur l'aide sociale d'urgence, qui peuvent travailler sur l'hébergement, qui peuvent travailler sur l'accès au transport public, accéder à tous ces lieux. Sinon pour peser sur les politiques menées, à tout le moins pour bénéficier des informations utiles. Ça me paraît aussi quelque chose. Et pour ce faire, dans le cadre de la préparation d'une élection, si on veut tenter d'investir ce que j'appelle ces lieux utiles, il me paraît très important de maîtriser un document qu'on ne cite pas souvent, qui est le règlement intérieur du conseil municipal. C'est très pratico-pratique ce que je dis, mais de vérifier les conditions dans lesquelles on peut effectivement intégrer tel ou tel lieu de décision, de pouvoir d'action. C'est le règlement intérieur du conseil qui va dire combien de conseillers municipaux intègrent telle instance, quelle part est faite à la majorité, à la minorité, quelles règles de proportionnalité sont utilisées pour déterminer qui va où. Ça me paraît un outil extrêmement important à maîtriser. Un seul exemple, j'ai pu, moi, intégrer le conseil d'administration du CCAS et la commission permanente dédiée à l'aide sociale, ce qu'on appelle l'aide sociale d'urgence à Vannes. Et sur cette base-là, c'est le seul vote positif que j'ai pu obtenir quasiment pendant tout le mandat. Et j'ai pu obtenir dès 2021 que soit adopté par le conseil municipal et non par la ville un plan de lutte contre la pauvreté et la précarité. Et j'ai obtenu de siéger dans le groupe de travail qui a élaboré ce plan. Alors, le résultat, ça peut paraître pas grand-chose. En réalité, avec ce plan, la ville s'est engagée à publier une fois par an, enfin, à mettre à jour de façon permanente et à publier une fois par an un observatoire de la pauvreté et de la précarité. Et dans cet observatoire, j'ai obtenu que soit faite mention particulière de la situation des personnes exilées. Bon, c'est un petit résultat, mais c'est une base sur laquelle maintenant, lors de la campagne qui a lieu en ce moment, on peut s'appuyer. Donc, on peut arriver à des choses même quand on est très minoritaire. La troisième leçon que je tire de mon mandat, enfin, du mandat qui se termine, c'est qu'il me paraît important de localiser les problématiques. En s'appuyant sur le réseau des associations engagées sur la question des personnes exilées, ici à Vannes, RESF, CIMAD, GISTI, LDH, le Secours catholique, un certain nombre d'associations locales. Donc en s'appuyant sur ce réseau, il faut éviter d'engager des combats trop généraux et relevant de problématiques nationales, ou en tout cas qui débordent les compétences d'une commune. Privilégier les situations locales problématiques, c'est empêcher la majorité d'évacuer les problèmes en renvoyant à d'autres instances, typiquement ce qu'évoquait Jean-François. Ah oui, non, mais ça, ce n'est pas une compétence de la commune, c'est l'État. Bon, eh bien, localiser les problèmes, ça permet de couper court à ce type de discours. C'est, moi, me semble-t-il, une des difficultés majeures qu'on rencontre quand on est élu d'opposition. C'est la sempiternelle réponse. Cette question n'est pas de notre compétence, elle relève de l'État. Les problématiques locales ne manquent pas. La tarification des transports en commun. Je parle là du sort qui est réservé aux personnes exilées. Donc, l'accès aux transports en commun avec une tarification adaptée, l'accès à la restauration scolaire, le logement, bien sûr, l'accès aux services des étrangers de la préfecture, y compris l'accès très physique, j'en dirai un mot tout à l'heure. Sur la réponse à apporter à ce mauvais argument qui consiste à systématiquement renvoyer aux compétences de l'État, j'invite évidemment chacun d'entre vous à utiliser la documentation d'Envita. Il y a une foultitude d'exemples de problèmes locaux traités localement et avec des solutions locales. Il faut utiliser ça au maximum, évidemment. Puis, bien sûr, Jean-François l'a fait, mais
Mais on reste là un peu dans la théorie, toujours rappeler les engagements internationaux de notre pays en matière de droits humains. Je cite un exemple, de même que je parlais du plan de pauvreté-précarité. On a obtenu, enfin j'ai obtenu avec un certain nombre d'assos, en l'occurrence la CIMAD et RESF, que le préfet rende des comptes sur les conditions matérielles d'accueil au service des étrangers de la préfecture. À Vannes, on a une belle place, la place du marché, donc qui est fréquentée par tout le monde. Là, il y a un bâtiment dans lequel est installé le service des étrangers de la préfecture. L'entrée de ce bâtiment est gardée par des vigiles privés, ce pas des fonctionnaires d'État, et les personnes exilées qui ont besoin d'accéder au service des étrangers sont sur le trottoir, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, et peuvent y rester jusqu'à 3 à 4 heures, en attendant qu'on veuille bien les recevoir, qu'ils aient d'ailleurs un rendez-vous ou qu'ils n'en aient pas. On a fait un reportage photo, on a alerté le conseil municipal, et on a obtenu que le conseil municipal saisisse très officiellement le préfet sur cette question de la qualité de l'accueil qui nuisait à l'image de la ville. C'est quand même pas terrible de voir des mamans avec leur bébé sous la neige, parce qu'il neige à Vannes quelquefois, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est quand même pas une image terrible. Et puis, derrière, il y a une question de respect de l'ordre public. Bon, ça, on a obtenu que le préfet s'explique. Et il a, dit-il, alors c'est pas satisfaisant, mais aménagé un peu le service. Bon, là aussi, voilà une action très locale, mais qui fait beaucoup parler de cette question. Me semble intéressant. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est un peu dans cette logique là, du local et du national, du je suis compétent, je ne suis pas compétent, c'est la question de l'ordre public. Moi, j'ai trouvé que la façon sans doute la plus efficace de mettre une majorité conservatrice de droite devant ses responsabilités, c'est d'invoquer les responsabilités du maire en tant que détenteur de l'autorité administrative et qui, à ce titre, est tenu de lutter contre tous les troubles à l'ordre public survenant sur le territoire de la commune. Et en rappelant que toute atteinte à la dignité humaine est constitutive d'un tel trouble à l'ordre public. Quand la droite parle des troubles à l'ordre public, évidemment, elle évoque les Black Blocs et la démolition des vitrines. Mais elle n'évoque pas la décision du Conseil d'État de 95 qui a donné raison à deux maires qui avaient interdit une manifestation au cours de laquelle était prévue une exhibition de personnes naines qu'on lançait sur des cibles. Et à la suite de cet arrêt du Conseil d'État, toute atteinte à la dignité humaine est un trouble à l'ordre public. Ça veut dire concrètement, et c'est une des actions qu'on a engagées et menées en 2024. En 2024, à l'été, le préfet, constatant qu'un certain nombre de personnes logées au titre de leur statut de demandeur d'asile avaient épuisé leurs droits, et le préfet a mis ces gens-là à la rue, sans aucune possibilité d'hébergement d'urgence. Et on a saisi le maire au sein du conseil municipal en lui demandant d'attaquer l'arrêté du préfet qui avait décidé de cette expulsion des gens de leur logement, des familles avec enfants, au motif précisément que c'était attentatoire à la dignité humaine que de mettre des hommes, des femmes et des enfants sur le trottoir et que ça constituait par conséquent un trouble à l'ordre public. Et le maire a dû répondre à cette interpellation en disant « je ne vais pas saisir le préfet de ça », ce à quoi on lui a dit « mais bien, on va engager une action en justice contre vous parce que vous ne respectez pas vos prérogatives et que vous laissez perdurer un trouble à l'ordre public ». Bon, on n'en est pas là, mais on réfléchit effectivement à une démarche en justice sur ce thème. Alors c'est intéressant parce que c'est ce qui a permis en particulier de mobiliser des associations qui jusque-là sont un peu réticentes dans leur relation avec l'autorité politique. Je pense en particulier des associations comme le Secours catholique, qui souvent ont du mal à, entre guillemets, mais attaquer l'État quand l'État fait des choses pas bien, ou attaquer le maire quand il fait des choses pas bien. Et sur ce thème-là, là, on a réussi à les associer à l'action. Voilà, alors c'est quelques illustrations, c'est quatre points qui me paraissent importants et quelques illustrations. Et pour le reste, ben, écoutez, je suis à votre disposition, comme Sylvie et comme Jean-François, pour répondre à toutes les questions que vous voudriez poser. Merci. Merci beaucoup François et merci de lancer justement ce temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour l'un ou l'autre de nos intervenants qui sont là ce matin avec nous et aussi éventuellement on avait d'autres idées pour lancer ce temps de questions-réponses, de débat un peu.
À destination, par exemple, des partenaires associatifs qui sont connectés, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez vous saisir de ce manuel comme un outil de plaidoyer local? Est-ce que ça vous semble pertinent comme outil? Et à destination peut-être de futurs candidats, candidates qui seraient connectés, est-ce que ça paraît un outil pareil qui vous permettra de travailler ces questions-là? Voilà, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, ma question en fait, c'est quoi? C'est que nous, on est une association qui fait du logement d'insertion dans l'Île-de-France. Et donc, évidemment, un logement d'insertion, ça veut dire accueillir des gens dans des logements à très bas revenus, enfin, les gens qui sont à très bas revenus dans des logements dont les loyers sont également très bas, avant de leur donner la possibilité d'être relogés dans des logements sociaux définitifs. Voilà. Bon. Euh, donc, on a 1500 logements dans l'Île-de-France, autant de bénévoles, une centaine de salariés, voilà. Alors, évidemment, pour les municipales, on est très concernés parce que on est implanté dans de nombreuses communes. Non seulement les grandes communes comme Paris, mais également toute la petite, la grande couronne, voilà. On a une centaine de groupes locaux dans ces communes. Et donc, ma question par rapport, et je remercie là les interventions effectivement qui ont été faites par à la fois les personnes d'Anvita, enfin, je veux dire vous deux, et puis les trois témoignages qu'on a eus. Ma question, c'est un peu, enfin, l'exemple par exemple de ce que vient de dire M. Rioux, c'est pouvoir mobiliser une association comme le Secours catholique pour essayer en tout cas de porter une action en justice devant soit la préfecture ou le maire, enfin bon. Mais la question, c'est les municipales, c'est-à-dire qu'on est en train de construire avec le pacte du pouvoir de vivre, avec le collectif des associations pour le logement aussi, on construit des plaidoyers. Nous, on est très local, donc ma question, c'est est-ce que donc on peut utiliser effectivement bon, le manuel, je crois, pour un mandat accueillant, dans la mesure où il y a beaucoup de nos locataires qui sont bien sûr d'origine immigrée, sont des migrants, quoi, voilà. Mais en même temps, on souhaite pouvoir s'associer avec d'autres associations. Alors, je voudrais savoir si, par exemple, à Paris, est-ce que enfin, est-ce qu'Anvita, enfin bon, c'est un peu compliqué, puisqu'Anvita, ce sont des communes, si j'ai bien compris, des collectivités qui sont membres d'Anvita. Est-ce que il y a des groupes locaux, quelque part, d'Anvita qui sont susceptibles, ou des, voilà, enfin, je ne sais pas comment formuler ça, mais qui sont susceptibles d'agréger un plaidoyer, enfin, ou en tout cas de mutualiser la question du plaidoyer interassociatif. Voilà. Bon, je ne sais pas si ma question est claire et explicite et s'il y a des réponses précises, mais voilà. Bien sûr. Merci beaucoup pour cette question. Du coup, on se chargera d'y répondre. On va prendre les trois questions d'un coup, si ça vous va, et puis comme ça, on fera ensuite toutes les réponses qui iront ensuite. Donc, Jean-Pierre Cavalier, puis Aurélie Radisson. Oui, bonjour. Je suis à Marseille dans le réseau hospitalité. On est dans un collectif qui a travaillé sur l'état des lieux de l'accueil de l'hospitalité à Marseille. Et on est en train de préparer l'anniversaire à l'été prochain, au printemps prochain, des villes sanctuaires euh, dont on entend parler maintenant aux États-Unis. Ma question, nous on se précise qu'on va aussi travailler sur l'urbanisme de l'hospitalité. Et à ce titre-là, d'ailleurs, on reprendra contact pour tout ça avec l'Envita. Ma question, c'est la suivante. Le GISTI a publié une étude qui est interpellante parce qu'elle dit que la surcouverture médiatique des questions migratoires, même en positif, tend à montrer, à faire passer le message que le principal problème en France et ailleurs, ce sont les migrations. Et du coup, on est un peu pris au piège, c'est-à-dire quand j'entendais tout à l'heure, il faut répondre systématiquement, c'est ce qu'on fait. Maintenant, il y a aussi un piège, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évite ce piège d'entrer dans le jeu de surmédiatiser. Et il montre bien dans l'étude que ça pousse aux extrêmes, que c'est une des explications, pas la seule, de la poussée de l'extrême droite. Hein. Merci beaucoup pour cette question. Aurélie Radisson.
Bonjour à toutes et à tous. Donc Aurélie, moi je suis responsable nationale accueil chaleureux et droits des étrangers au Secours catholique. Et alors c'est pas une question, c'est plutôt une réaction à ton interpellation de demander voilà si nous en tant qu'association voilà ce qu'on dit de ce manuel. Donc bah, moi dans de la présentation et de ce que j'ai pu en voir, vous confirmez que c'est fort utile pour nous, que c'est vraiment intéressant en fait pour nos équipes qui vont à la rencontre des candidats ou qui vont aller à la rencontre des élus là où les équipes choisissent plutôt d'aller rencontrer les élus une fois les municipalités passées, puisqu'on encourage nos équipes locales et les bénévoles à bah, aller porter notre vision d'une société accueillante et fraternelle pour toutes et tous. Et donc voilà, c'est vraiment utile parce que c'est parfois difficile en tant qu'association de porter une voix. On peut être voilà taxé d'avoir des prismes, de être vu un peu négativement par les candidats ou les élus, ou en tout cas avec un peu de recul, considérant qu'on n'est pas dans le réel, de devoir mettre en place des politiques et donc on se rend pas compte des choses. Donc merci d'avoir redit aussi qu'on a une vision de la réalité, une précision en tout cas dans l'analyse qu'on peut avoir des situations des personnes migrantes ou des personnes précaires. Et donc c'est bien ça qu'on essaye d'apporter nous aux élus et là où on essaye d'être aidant, parfois poussant aussi, mais en tout cas aidant dans votre connaissance de votre territoire. Et c'est aussi précieux parce que quand il y a des exemples de communes et de collectivités qui ont mis en place des politiques accueillantes sur des sujets extrêmement précis ou qui tentent en tout cas de le faire, ça nous permet de montrer que voilà, c'est pas une vision associative uniquement, mais que c'est bien mis en œuvre ailleurs et donc que c'est possible. Donc voilà, un grand merci pour cette complémentarité en fait qu'on a l'impression d'avoir grâce à votre mise en réseau de collectivités qui souhaitent travailler à un meilleur accueil. Merci beaucoup. Assez l'idée directrice qu'on essaye de suivre avec la production des outils qu'on a. Donc, c'est plutôt rassurant d'avoir ces genres de retours. Alors, peut-être pour la réponse à la question de François, je te laisse la parole, Léa, sur la question de articuler le plaidoyer localement avec l'Anvita. Et pour la question de Jean-Pierre, est-ce que l'un ou l'autre de nos intervenants pourra répondre? Donc peut-être Léa pour commencer. Oui, pour être, enfin voilà, j'espère avoir bien compris la question, mais en tout cas, nous, en effet, c'est un réseau de collectivités territoriales et donc partout dans les territoires où il y a des membres, ça va être du coup les élus comme on a aujourd'hui, ou les collectivités en tant que telles qui vont être les interlocuteurs côté Anvita, côté politique. Et ensuite, sinon, on est une équipe salariée sur un lieu, on est à Nantes, et on peut venir tout à fait en soutien. Enfin, nous, au niveau national, déjà, on participe à beaucoup d'intérêts associatifs, dont pas mal d'entre vous sont aujourd'hui là. Donc voilà, donc on fait de l'interasso et on peut venir totalement en soutien sur les plaidoyers qui vont émerger au niveau local. Et du coup, c'était un peu l'objectif que ce manuel-là vienne outiller ces interassos-là aussi. J'espère que j'ai répondu à la question et du coup, peut-être en effet laisser François répondre juste. Euh, Rappeler que dans la formation que tu donnes justement Nicolas sur les questions d'extrême droite, il y a cette question-là de est-ce qu'il faut réagir à chaque fois ou est-ce il faut laisser couler, enfin selon voilà donc peut-être les côtés je ne sais pas si Jean-François tu veux réagir là-dessus ou François si tu Oui. non, on vous laisse la parole. Ok, alors effectivement, le danger, c'est de remettre systématiquement ce problème-là et le faire apparaître. Alors, moi, je pense que c'est le danger, c'est surtout de ne pas réagir parce que les propos vont de plus en plus loin et sont de plus en plus radicaux. Après, l'avantage que l'on a quand on est comme moi dans une petite commune, c'est qu'on peut dire, une personne réfugiée ou une personne exilée, c'est pas théorique ni abstrait. C'est Mohamed qui habite là, c'est le petit enfant qui va à l'école, etc. Donc vous pouvez constater que
sont pas des extraterrestres et puis sont des gens comme nous, avec les mêmes qualités, les mêmes défauts. Donc ça permet, à côté du discours théorique de l'extrême droite ou les réponses théoriques qu'on peut faire, le fait d'accueillir permet de répondre pratiquement et de démontrer pratiquement qu'il y a tout un tas de fantasmes sur ces sujets-là. Mais effectivement, il y a toujours un danger de remettre ce sujet devant, alors que c'est j'ai une pensée parce que je me pose la question sur ma commune où le vote d'extrême droite est très haut, alors qu'on n'a pas de problème particulier, ni économique, ni par rapport à ces sujets-là. Je me pose la question si effectivement les gens qui votent extrême droite n'ont pas ce problème-là non plus en tête. Et ils votent pas. Enfin, il y en a une partie importante qui vote sur l'extrême droite par rapport au problème de migration, mais sur une commune comme la mienne, je ne crois pas. Ils sont plutôt sur des problèmes économiques, Je ne suis pas sûr que le problème de la migration soit leur première motivation. Voilà. J'espère que j'ai répondu, mais il n'y a pas de solution miracle non plus, hein. C'est compliqué. Merci beaucoup, Sylvie, puis François. Et après, on prendra une dernière série de questions. Oui, Pardon, il y avait Bénédicte qui levait la main depuis tout à Ouais, l'heure. ouais, mais c'est, je pense, pour une réaction. Non, pour une autre question, mais bon, Ouais. ou une réaction, enfin, je sais pas comment. Mais laissez répondre, puis je reprendrai ensuite la parole. ouais, pour réagir par rapport à ce que disait le monsieur de Marseille, là, dont j'ai oublié le nom, enfin, c'est une remarque très pertinente et c'est vrai que moi, je suis attentive à pas surréagir parce qu'effectivement, je pense que les jeux de ping-pong par réseaux sociaux, etc., ça peut être assez délétère, effectivement, et avoir un effet contre-productif. Et en même temps, effectivement, je pense qu'il faut rien laisser passer. Donc, nous, à Lyon, par exemple, à chaque fois qu'il y a une manifestation de racisme ou des choses du style, on réagit toujours. Et là, notamment, bah, vous avez peut-être vu, il n'y a pas très longtemps, il y a une tribune qui a été publiée dans Libération par le maire de Lyon et le maire de Marseille, puisque les deux villes ont été confrontées à des manifestations vraiment racistes là, il y a quelques temps. Et à Lyon, c'était la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux où le maire de Lyon accueillait des élèves à l'occasion de la rentrée scolaire. Et il y avait des mamans voilées et on s'est pris mais un torrent d'insultes, de propos racistes. Enfin, c'était ignoble. Et moi, voilà, je suis heureuse, moi, qu'il y ait eu cette tribune qui a été publiée, parce qu'on peut pas laisser passer ça non plus. Parce que si, quand il y a des propos comme ça, on laisse dire et qu'on réagit pas, pour moi, on peut pas laisser le terrain à ces propos. Après, moi, quelque chose dans lequel je crois beaucoup aussi, c'est quand même, enfin, ça rejoint un petit peu ce que disait le maire de Saliès sur les liens humains. Nous, par exemple, là, on a ouvert il y a pas très longtemps, au printemps, une maison de l'hospitalité à Lyon, donc qui est un lieu ressource pour les personnes migrantes et pour les associations. Et c'est aussi un lieu culturel où il y a une programmation culturelle et notamment dont l'axe, c'est la découverte des pays d'origine, des personnes, etc. Et donc là, évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Et moi, je crois beaucoup, et c'est un exemple, hein, il y a d'autres lieux comme ça, évidemment, mais moi, je crois beaucoup aussi à ces lieux de brassage où on se rencontre, où on rencontre l'autre, et je pense que ça peut être plus efficace que des discours peut-être qui peuvent être perçus par certains comme un peu lénifiants parfois, où on dit il faut accueillir, etc. Et certains qui peuvent dire c'est bon, de toute façon on voit bien qu'on n'y arrive pas, il y a la crise, gna gna gna. Bon, et juste créer des occasions de rencontre entre les gens et pour qu'effectivement bah, les habitants locaux voient que les personnes migrantes bah c'est des êtres humains comme eux et qui font des choses ensemble, etc. Moi je crois beaucoup à ça aussi quand même indépendamment des réactions aux propos racistes d'extrême droite, etc. Voilà. Qui Bonjour, si je peux juste. Bonjour. Vous m'entendez? parle? Qui parle? Oui, Bon. ouais. Ok. C'est pas Irinda, c'est Irinda qui s'est inscrite et je Ah. souhaite. Irinda a dû s'absenter. Vous connaissez déjà donc JRS France sur le programme Elstra qui est dédié aux professionnels de santé réfugiés et primo-arrivants que nous accompagnons voilà, vers une orientation et formation pour intégrer le système
français médical qui est en tension, comme nous le savons. Et du coup, oui, je rebondis aussi sur Sophie Tomic, sur les lieux de brassage qui sont très intéressants et pertinents, et aussi que cette intégration passe par l'emploi. Au mieux, ces personnes seront intégrées aussi euh, pour le milieu du travail, et au mieux, on aura une appréhension de cette population vulnérable. Donc moi, je voulais tout simplement vous remercier déjà pour toutes ces informations et faire connaissance avec vous. Et je reviendrai certainement plus tard vers vous avec Irinda, qui porte ce projet depuis très longtemps. Voilà. Et ce sont des médecins diplômés dans leur pays, mais qui rencontrent exactement les mêmes problématiques de n'importe quelle personne primo-arrivante et qui vivent aussi dans des conditions de grande précarité, en attendant d'espérer rejoindre le système. Beaucoup de choses sont faites, mais et sont à faire encore en ce sens-là, notamment dans les déserts médicaux, etc. Donc, je pense qu'il y a des sujets qui pourront se recouper sur la suite. Merci beaucoup. Peut-être par la Bénédicte, du coup, qui lève Oui, la excusez-moi, un moment. j'ai remis l'image pour que vous voyez. Je ne sais pas si les gens connaissent, je suis maire adjointe à l'action sociale à Annecy, qui est une ville qui actuellement, notre maire, vous le savez peut-être, vient de se faire traîner dans la boue par l'extrême droite parce que, voilà, il n'a pas la couleur de peau qu'il faut avoir quand on habite Annecy. Et donc, du coup, là, il y a vraiment une vague d'attaques d'extrême droite à Annecy, ce qui s'était jamais produit parce que le RN n'a jamais eu beaucoup de succès dans cette ville. Ce que simplement je voulais dire par rapport à ma collègue de Lyon, c'est que nous, c'est Envita, c'est le CCAS qui porte financièrement l'adhésion à Envita. Donc, si vous voulez, on a une orientation, nous, dans l'hospitalité, très tournée vers les plus démunis, et notamment sur les populations migrantes. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que je ne sais pas, parce que je suis arrivée en retard et je m'en excuse, j'étais en commission d'appel d'offres. Je ne sais pas si vous avez parlé des contrats territoriaux d'accueil et d'intégration, les fameux CTAI. Nous, on en a enfin obtenu un il y a maintenant un an. Et le poste essentiel de ce contrat territorial d'intégration, alors je vous rappelle que c'est l'État qui nous donne de l'argent pour faire ces contrats, je crois que Lyon en a deux ou trois, Grenoble en a deux, enfin bref, ces contrats, c'est bien, comme le dit, l'accueil et l'intégration. Donc on a bien une rencontre, on va dire, entre les volontés d'Envita et ce contrat. D'ailleurs, nous, ça a correspondu, ça a été en même temps. Au même moment où on a obtenu le contrat, on a décidé d'adhérer à Envita pour avoir une politique logique. Ce qui est important dans ce contrat territorial d'intégration, c'est que nous, on a mis en avant, par rapport à l'argent que nous donne l'État, une coordinatrice des associations d'accueil des migrants. Je vous rappelle que les CTAI sont orientés vers les populations primo-arrivantes euh, en état de légalité, c'est-à-dire qu'elles ont tous, c'est des populations primo-arrivantes qui ont signé le contrat CIR, ce qui n'empêche que, bien sûr, on a quand même beaucoup, beaucoup de gens intéressés par ce contrat. Et le poste clé, c'est la coordination des associations qui s'occupent des migrants. Donc, toute association, que ce soit le Secours catholique, que ce soit le Secours populaire, mais aussi les associations bien plus orientées typiquement migrants, euh, ben, on les retrouve à être coordonnées par cette chargée de mission qui fait un boulot extraordinaire. Et puis la deuxième chose, bien sûr, l'organisation de l'intégration passe par des cours de langues étrangères pour personnes ne sachant ni lire ni écrire, totalement analphabètes. Et puis j'entendais tout à l'heure l'idée qu'il fallait les insérer professionnellement. Et bien sûr, dans ce contrat d'intégration, on a ajouté l'action du service d'action, on va dire l'insertion professionnelle, puisqu'on a la chance à Annecy d'avoir notre propre service d'insertion professionnelle, ce qui fait qu'on peut là actionner, on va dire, l'intégration et l'accueil par une offre, on va dire, de services professionnels. Voilà. Donc, c'est simplement pour dire que je ne sais pas si vous en aviez parlé, mais je pense que pour ceux qui ne sont pas élus, j'espère que vous savez que ces CTAI, c'est des dossiers qu'il faut faire et qu'on adresse à l'État. Nous, on ne sait pas par quel miracle, mais notre contrat a été renouvelé, alors que je pensais qu'avec Rotaillot, on n'allait pas obtenir un renouvellement de ce contrat. Et on a obtenu un renouvellement jusqu'en novembre 2026, ce qui me
fait très plaisir parce que, me représentant pas en 2026, j'avais très peur que ce magnifique projet d'Envita et le CTAI, puisque je regroupe les deux, soit abandonné par ceux qui vont nous suivre. Mais là, en tout cas, le CTAI va perdurer jusqu'en novembre 2026 et ne s'arrêtera pas avec les élections. Voilà, c'était juste ce témoignage parce que je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui sont présentes là et que le rôle des CTAI, c'est quand même de faire de la coordination d'associations. Voilà, merci pour votre Merci écoute. beaucoup pour ce partage. C'est vrai que c'est très intéressant aussi d'avoir une vision de qu'est-ce qui peut survivre, entre guillemets, à un conseil municipal, même s'il n'est pas réélu derrière. Il y a quand même l'action municipale qui a été mise en place qui peut perdurer au-delà avec des dispositifs du type CTAI, justement, avec de l'argent à mettre sur la table pour des projets d'accueil et d'intégration. Donc, c'est quand même assez intéressant aussi de soulever ces questions-là. Marie Enoch pour la CIVAD qui lève la main Dire aussi. au revoir à François qui nous Ah oui. laisse. Merci beaucoup, François, en tout cas. Merci beaucoup, oui, François. Merci François. Marie? Bonjour à toutes et tous. Marie Enoch à la CIMAD, je suis à la direction des territoires. Peut-être pour redire un peu, enfin, dans le même sens de ce que disait Aurélie, oui, un grand merci pour ce guide et pour l'ensemble de vos outils, qui a en effet, je trouve, le mérite de montrer qu'il y a il y a des communes qui font et que c'est précieux. C'est vraiment, enfin voilà, on le sait, hein, on le sait sur les échanges qu'on peut avoir sur les territoires, mais c'est hyper important que ça se sache, que ça se dise, que ça se partage. Ça permet notamment, enfin, sur cette fameuse idée des compétences liées, quoi. Enfin, en fait, certains le font, donc on n'est pas obligé de rester dans les compétences. Et puis l'État ne fait pas, donc, donc voilà. Et je voulais rebondir aussi sur la communication. Moi, j'étais très sensible au fait que vous abordiez la question de l'information et de la communication dans le guide et à la fin sur comment on communique. Nous, on se pose évidemment beaucoup la question. Une association qui parle que d'immigration, il y a un moment, le côté, euh, le côté chiffon rouge, repoussoir, on se pose forcément la question. On était sur un échange interne très récemment où notre réponse systématique, enfin à peu près tout le temps était ça dépend. En fait, on communique, bah ça dépend. Il y a des moments où il vaut mieux se taire, il y a des moments où on en a aussi parlé avec Nicolas et quelques élus dans le cadre de la formation que vous assurez. Enfin, est-ce qu'on communique systématiquement ou pas? Ça dépend. L'idée, c'est en tout cas de communiquer au moins de temps en temps. Je reviens moi, enfin bon, ça frotte un peu ce sujet-là, mais je trouve qu'au niveau national notamment, enfin les partis de gauche, les partis de gauche de gouvernement au niveau national ont quand même du mal à porter une parole sur l'accueil. Enfin, je trouve que la parole, on va la retrouver sur les territoires, mais peu au niveau national. Et on voit quand même que c'est une stratégie qui porte pas tellement ses fruits au niveau national dans la lutte contre l'extrême droite, de ne rien dire et de laisser la parole à ceux qui sont contre. Voilà, donc je trouve qu'effectivement raconter ce qui se passe sur le territoire, et puis vous l'avez beaucoup dit, enfin la rencontre, il y a rien qui marche aussi bien que ça. Et je voulais juste sur ces enjeux de communication, peut-être une dernière chose, réinsister sur la complémentarité de nos approches. Nous, on lance là à la CIMAD, enfin on continue plus exactement, mais une campagne sur la régulation des personnes sans papier, basée forcément sur la dignité, sur l'accès aux droits, Moi, j'étais extrêmement marquée. Je vais nommer le territoire parce que comme ça, enfin, en tout cas, quand je travaillais à Rennes et pas mal avec la ville de Rennes. Euh, et des communes autour de Rennes qui avaient un peu dupliqué l'équivalent de Landvita, sur la complémentarité de notre discours sur ces enjeux de régularisation. Et cette complémentarité, je pense qu'il faut qu'on la conserve, c'est-à-dire que ici et là que des élus veulent devenir experts, bah pas forcément en fait. En fait, quand un élu local raconte que c'est compliqué l'hébergement d'urgence parce qu'il y a effectivement beaucoup de personnes sans papier qui sont dans les hébergements d'urgence, mais que du coup, il y a un lien avec le non-accueil en préfecture parce que des personnes sans papier qui peuvent pas déposer une demande de titre de séjour, si elles avaient accès à la préfecture et si elles avaient un titre de séjour, voilà, elles avaient de l'autonomie
et du coup elle désengorgerait les hébergements d'urgence. Ben, en fait, nous, c'est pas ça qu'on raconte, peut-être pas assez d'ailleurs, mais en tout cas, je trouve que quand des élus portent ça, on est sur des mêmes sujets de l'accueil, enfin d'un vrai service public pour les personnes étrangères, de la nécessité de la régularisation, et qu'avec des entrées complémentaires comme ça, c'est peut-être vers là qu'il faut, enfin voilà, qu'on cultive aussi nos entrées différentes. Et je laisse en vous remerciant à nouveau. Merci beaucoup. Valérie, peut-être ça Oui, sera bien un peu plus agréable. bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci pour cette présentation, pour ce guide qui me semble bien utile. Alors, pour ma part, j'interviens là pour les amoureux au banc public collectif de Nantes. Donc, j'ai ma collègue de Strasbourg qui est présente là aussi. J'ai vu qu'elle avait mis un petit truc dans le chat. Et voilà, mes deux côtés, je suis aussi conseillère municipale à la ville de Nantes, mais là, j'ai pas de légitimité pour intervenir à ce niveau-là, puisque j'ai une collègue qui est en charge de l'accueil des personnes étrangères et de leur intégration et du travail avec les associations. Moi, je voulais plutôt intervenir là sur la partie qui nous concerne un peu plus au niveau des amoureux au banc public, sur la partie état civil. Et je pense que là, il y a aussi un travail à faire. Parce que je me suis rendu compte que même dans une ville comme Nantes où franchement au niveau de l'état civil les consignes sont données pour aller dans ce sens. Néanmoins, en fait, il m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui me contactent parce que dans le cadre des amoureux au banc public, parce qu'il y a un petit blocage. Mais je pense que c'est plus par méconnaissance, c'est quand c'est des personnes qui sont pas suffisamment formées. Donc, je pense qu'il y a un travail aussi peut-être de formation. Et notamment, pour ce qui me concerne, j'ai remis à mon collègue élu en charge de l'état civil et du mariage, etc. Je lui ai remis le guide du GISTI, qui est le dernier qu'on avait fait en collaboration. Et voilà. Et du coup, il m'a demandé d'intervenir prochainement. Alors, on n'a pas fixé la date auprès des équipes de l'état civil pour justement parler des difficultés rencontrées parfois par les personnes qui souhaitent se marier. Mais je pense que enfin, ça doit aller au-delà. C'est aussi peut-être faciliter le service d'état civil dans son intégralité, en fait, pour les personnes qui arrivent d'un pays étranger. Et puis, je me pose la question aussi de savoir dans quelle mesure, quand les personnes ont des difficultés avec la préfecture, dans quelle mesure les collectivités auraient une voix pour peut-être intervenir sur certains dysfonctionnements. Voilà, je peux prendre un cas concret, hein, je l'ai réglé moi-même, hein, mais je me suis dit peut-être que moi, voilà, mon conjoint, en fait, il est étranger, donc il est sénégalais. Ça fait 4 mois là, que son titre de séjour il était en fabrication. Donc c'était un petit peu étonnant quand même, 4 mois. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte en me déplaçant, en écrivant à la préfecture, qui m'a répondu quand même, que en fait, il y a dû y avoir un bug parce que, ils viennent juste de l'envoyer en fabrication. Donc peut-être dans quelle mesure il pourrait y avoir une connexion, enfin je ne sais pas si c'est réellement réalisable ou pas, mais dans quelle mesure il pourrait y avoir aussi peut-être un accompagnement pour les personnes qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que moi, même si je me suis débrouillée toute seule en fait, hein, mais qui n'ont pas forcément les aptitudes à le faire. Donc peut-être travailler ces points-là. Bon, merci beaucoup pour ce partage et du coup pour cette piste. Je vois Jean-François Rogereux qui semble solliciter la parole et après on va conclure. Je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez effectivement sur l'aide qu'on peut apporter en tant qu'élu avec les personnes exilées qui ne sont pas toujours très bien ou facilement accueillies en préfecture. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'accompagner et ça aide, ça facilite les choses. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et souvent, on m'a fait la réflexion, oui, monsieur le maire, on va faire quelque chose, mais n'y revenez pas trop souvent, quoi. Voilà. Donc, c'est important aussi d'aider parce que les démarches sont compliquées, quoi, et on les facilite pas non plus. Voilà. Euh,
Merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous pour avoir participé à ce webinaire et à vos retours très précieux. Et en tout cas, il nous reste à vous remercier tous et toutes de nous avoir suivis pendant tout ce temps de webinaire. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, nos adresses mail sont à disposition. À vous saisir aussi de ce manuel donc et à le diffuser largement, le plus largement possible. L'idée, c'est que ça serve. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit à toutes et tous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été si nombreux.